Tout autour de nous, les plantes composent un décor familier que nous regardons peu. Herbes folles ou fleurs sublimes, même si elles attirent quelquefois notre attention, nous les connaissons mal, souvent pas du tout. Nous sommes loin d'imaginer les qualités extraordinaires que les plantes possèdent. Au moment où nos sociétés s'interrogent sur leur rapport à la biodiversité, levons donc ici une partie du secret des plantes. Parcourons le monde et découvrons quels partenaires elles deviennent dans nos vies d'aujourd'hui. Mettons-nous en marche et regardons au bord du chemin. Nous y trouverons des plantes qui racontent si bien ce que nous sommes en ce début du XXIe siècle. Son écorce finement plissée, les contorsions complexes de ses branches, lui donnent parfois des allures de vaisseau fantôme, comme s'il avait traversé les océans du temps pour parvenir jusqu'à nous. L'if est un arbre profondément mystérieux, tour à tour adoré et redouté dans de nombreuses civilisations. Adoré, car jamais la mort ne l'emporte. Redouté, car en lui pourtant cette mort coule. En lui, tout est poison, écorce, aiguille, noyau des fruits. L'if tue, mais ne meurt jamais. Les scientifiques, attirés par ce paradoxe, découvrent un jour que les poisons violents qu'il contient peuvent nous aider à combattre l'un de nos pires fléaux, le cancer. Mais l'homme, aveuglé par sa découverte, se rue sur l'arbre et le mène au bord de la disparition pure et simple, tout près de détruire ce qui était en train de le sauver. L'histoire de l'if est une véritable saga qui nous dit toute la complexité du rapport de l'homme à la nature qui l'entoure. L'if appartient à la famille botanique des Taxus. Les innombrables échantillons rassemblés au grand herbier du Muséum d'histoire naturelle de Paris montrent à quel point c'est une famille étendue, avec ses nombreuses variétés réparties tout autour du globe. Taxus baccata en Europe, Taxus canadensis en Amérique du Nord ou Taxus yunanensis en Chine, par exemple. Taxus canadensis, un if de Terre-Neuve, c'est étonnant. Même les botanistes les plus chevronnés sont intrigués par l'if. Voilà un if indien. C'est le cas de Francis Allais, l'auteur de l'Éloge de la plante ou du Plaidoyer pour l'arbre, véritable texte référence pour les amoureux des plantes, nous dit pourquoi il voit en l'if un arbre important et très spécial. L'if, c'est une plante qui sort complètement du commun. Attendez, je vais essayer de résumer ce qu'il a de tout à fait étonnant. C'est vrai que c'est un arbre qui a des quantités de caractères que les autres n'ont pas. On le place dans les conifères. Tout le monde le place dans les conifères, c'est sa place. Pourtant, il n'y a pas de cône. Vous pouvez chercher tous les ifs que vous voulez, vous ne trouverez jamais un cône d'if. Ça ne se présente pas comme une pomme de pin ou une pomme de cèdre. On le place aussi dans les résineux, parce que c'est aussi sa place, il est dans les résineux. Mais vous ne trouverez pas de résine dedans. Un résineux sans résine. C'est pas qu'il est mal placé, attention, il est très bien placé. C'est simplement un cas particulier. Oui, c'est un genre, disons, qui est, je dirais pas cosmopolite, mais enfin, il fait le tour de la Terre. Ce qui prouve qu'il est très ancien. C'est un des arguments qui va dans ce sens-là. S'il était récent, il serait localisé. On n'aurait pas eu le temps de se disperser. Partout dans le monde, l'if suscite toujours attirance et fascination, souvent au-delà du rationnel. L'écrivain anglo-allemand Fred Hageneder a dédié sa vie à l'étude des mythologies liées aux arbres. Il a consacré tout un ouvrage à l'if, arbre magique. Là, nous avons un bel exemple d'if très ancien à côté d'une église, ici au Pays de Galles. Il illustre très bien la relation entre l'if et les lieux sacrés. C'est une relation qui remonte à d'innombrables siècles. En fait, dans ce pays, nous avons sans doute l'un des patrimoines d'ifs anciens les plus importants du monde. L'Angleterre est le royaume des ifs remarquables. L'if y est connu et vénéré depuis des siècles.
Il y élève sa silhouette spectrale dans l'enclos des cimetières, auprès des églises, mais aussi dans les forêts chargées de légendes où, aujourd'hui encore, il inspire les rituels les plus ésotériques. Spirits of this place, spirits of Iyoho, the mighty and sacred yew. La raison pour laquelle l'IF a joué un rôle aussi considérable dans la plupart des anciennes religions, et qui en a fait le plus sacré de tous les arbres, c'est que l'IF est capable de vivre jusqu'à un âge très avancé. Certains disent même éternellement. Aussi, quelles que soient les époques, projetons-nous sur lui nos interrogations métaphysiques, jusqu'à le considérer parfois, sinon comme une idole, au moins comme un symbole. Symbole des relations avec l'au-delà, ou plus simplement, emblème du pouvoir politique. Au Japon, par exemple, selon la religion Shinto, l'if est l'arbre qui protège la famille impériale, garantissant le pouvoir dynastique dans sa durée. C'est l'être stable. Et ce qu'il y a d'encore plus profond, c'est que lorsqu'un if était au centre d'un village, normalement les enterrements avaient lieu en dessous. Alors cet if absorbait en quelque sorte plusieurs générations de villageois, de paysans. Il faisait ainsi partie du corps, de l'âme commune de ce village. De sorte que dans beaucoup d'endroits, c'était ressenti si fortement, c'était si prégnant, que l'if en question était intouchable. C'était un arbre dont il ne fallait même pas couper une brindille, ou alors juste pour bénir des rameaux utilisés pour divers rituels autour de cet if. Tout comme Fred Agueneder en Angleterre, l'écrivain espagnol Ignacio Abella n'en finit pas de recenser les croyances et coutumes indissociables de l'if. Dans son pays aussi, les Asturies au nord de l'Espagne, c'est l'âme de tout un peuple qui communie avec l'arbre. L'if en devient presque un totem, un génie tutélaire. L'if est si important dans toutes les Asturies, dans toute la région, que l'on y danse une danse primitive, une danse ancestrale où tout le monde se tient par la main et forme un grand cercle qui tourne en une ronde autour de l'if. Et tous chantent une chanson à propos de l'arbre, qui dit à peu près ceci. Sainte Rebecca, comme cet if est beau, lui qui veille sur notre église. C'est cette référence à l'if qui inspire les paroles de cet hymne ancestral. La tradition est très profonde aussi sur d'autres aspects. L'identification à cet arbre fut si grande que dans de nombreux villages, lors du conseil du village, l'assemblée du voisinage au cours de laquelle toutes les décisions importantes étaient prises, touchant à la paroisse ou à la tribu autrefois, eh bien, ces décisions se prenaient sous l'if. Parce que sous l'if, la parole était sacrée. Et donc tout ce qui était dit sous l'if avait une valeur différente de ce qui se disait en dehors. Nous nous identifions volontiers à ce qui nous survit. La recherche d'une transcendance est sans doute une constante de l'histoire humaine. L'if, en tant que doyen, en tant qu'arbre parmi les plus anciens de la planète, nous trouble par sa longévité. L'if aurait-il la clé de l'immortalité ? C'est en tout cas l'impression qu'il nous donne. Certains scientifiques étudient justement l'âge des arbres, et bien sûr des ifs. Car, comme pour ajouter au mystère qui l'entoure, l'if est l'un des arbres dont l'âge est le plus difficile à déterminer. Ici, on a une série de cernes étroits, et on passe à des cernes larges, qui équivalent à
des excellentes années. Ça veut dire pour l'IF plutôt humide et froid. Patrick Gassman est dendrochronologue à Neuchâtel en Suisse. Il se passionne pour cette science qui parvient à lire l'histoire des arbres au cœur même de leur chair. Or, la dendrochronologie, c'est l'étude du temps par les arbres, c'est-à-dire l'étude du temps par les cernes que font les arbres. Dendrone veut dire arbre, chronos le temps, logos l'étude, donc l'étude du temps par les arbres. Alors cela consiste à mesurer ces cernes et ainsi savoir l'âge d'un arbre, mais aussi l'âge d'un arbre dans le temps. Ici, on a un arbre moderne, récent, qui vient d'être coupé, mais on peut, grâce à la dendrochronologie, dater un arbre à travers le temps. Sur, par exemple, pour le chêne, on a 10 000 ans de courbes de référence. Donc on peut, sur ces 10 000 ans de courbes de référence, dater à l'année près un échantillon de chêne qui vient, par exemple, de l'âge du bronze, du néolithique ou de l'époque romaine. Mais l'IF pose un défi de taille aux dendrochronologues qui veulent déterminer son âge. La matière même qui révélerait la réponse disparaît littéralement au fil de sa croissance, échappant ainsi à toute mesure. On a une situation particulière avec l'IF, c'est qu'on a des individus en Europe sur pied qui ont 1000 voire 2000 ans. Eh bien le problème, c'est comme il se surcreuse à l'intérieur, il s'évide à l'intérieur, on n'a que les derniers cernes de croissance. Et derniers cernes de croissance, c'est sur un arbre de 1000 ans, on n'a peut-être que les 100 derniers cernes. Andy Moir est également dendrochronologue. Lui exerce en Angleterre et recherche la meilleure méthode pour relever le défi de la datation des ifs. La dendrochronologie est très difficile avec l'IF. Paradoxalement, on a des creusements au centre de l'arbre à partir d'un âge d'environ 300 ans. Sur la plupart des ifs de cet âge, on n'a plus le centre ici. Il commence à pourrir. Alors que la périphérie est incroyablement dure, incroyablement résistante aux intempéries, et ne pourrit pas du tout. Le problème, c'est qu'il nous manque cette partie centrale. Pour la dendrochronologie, nous avons besoin d'échantillons. Hors de question de tuer un arbre. Alors nous faisons des carottages au cœur de l'arbre. Mais là encore, pour extraire un carottage d'un bois si dur, c'est très difficile. Souvent, le carottage se casse. Alors, nous n'avons qu'une méthode empirique, confrontée aux limites du carottage et des sections d'arbres disponibles. Andy Moir a obtenu l'autorisation d'étudier l'un des ifs réputés millénaires de la paroisse de Dunsfold, dans le Surrey. Entre l'âge imaginé par les croyances populaires et l'âge réel, Andy Moir sait par expérience qu'il y a souvent un assez grand décalage. Les gens pensent que l'âge d'un arbre de cette taille va de 1000 à 4 ou 5000 ans. C'est sa réputation. Mon estimation pour celui-ci le ramènera probablement à environ 1200 ans. Ce n'est pas un âge précis, mais une simple estimation. Alors, avec sa physionomie extrêmement singulière, souvent complexe et tortueuse, l'IF parvient à dissimuler son âge. Il faut admettre que parmi les nombreuses énigmes de l'IF, son étrange façon de croître n'est pas la moindre. Nous avons ici l'exemple parfait d'un tronc interne. Ce tronc est un nouveau tronc à l'intérieur d'un ancien tronc creux. C'est vraiment l'arbre qui se renouvelle lui-même de l'intérieur. Ceci est la nouvelle vie de l'arbre, et ça, c'est l'ancienne, qui va tomber au cours des siècles à venir. Ensuite, il ne restera rien qui puisse nous aider à déterminer l'âge de cet arbre. Les gens verront un jeune arbre, dont ils sous-estimeront l'âge, car il n'y a rien dans ce bois qui soit en fait aussi vieux que cet être vivant dans lequel je suis assis. Et je crois que c'est ce qui impressionnait tant nos ancêtres, et nous aussi aujourd'hui. Effectivement, certaines variétés d'ifs, lorsqu'elles ne sont pas touchées par la main de l'homme, se développent, se sculptent naturellement de manière extraordinaire. Cette façon de croître très atypique éclaire en fait sur la capacité de l'if à traverser le temps.
Durant ses premières décennies de vie, l'if prend son essor en apparence comme la plupart des arbres. Puis lorsqu'une certaine maturité semble atteinte, il commence à se creuser. C'est même des pans entiers de l'arbre qui disparaissent peu à peu. Il poursuit alors son développement par des rejets, partant du tronc ou des branches, en direction du sol. C'est un peu comme s'il se replantait lui-même. Un nouveau tronc se mettant par exemple à pousser au cœur du premier, parti en poussière. En parallèle, les vestiges collatéraux du tronc d'origine s'écartent et continuent de croître. De rejet en réitération successive, l'if de départ finit par former une architecture complexe et étendue. L'arbre unique se fait tribu ou colonie. Bien malin qui démêlera quelques siècles plus tard les chevaux des branches et des racines pour retrouver l'individu d'origine. Sa croissance par étapes distinctes, au cours desquelles l'arbre en quelque sorte se réinvente, renaît à lui-même, fait qu'il échappe à notre conception simple de la vie. Tout en redécouvrant les ifs du Jardin des plantes de Paris, Francis Allais revient sur cette particularité dans la croissance de l'arbre qui l'intrigue beaucoup, la réitération. Le temps de la plante, c'est considérable, c'est un temps énorme. Voilà, là-dessus, on a appris pas mal de choses ces temps-ci. Ce qui fait que cet arbre vit si longtemps, c'est ça, cette réitération, ce qu'on appelle la réitération. C'est-à-dire une nouvelle copie du modèle architectural, du modèle de développement de la plante. Alors évidemment, on a l'impression qu'il manque de racines. En réalité, il y en a. Et c'est ce qui fait que le bois de l'if est tellement dur. Eh bien, cette dureté, elle provient tout simplement des systèmes racinaires, des réitérations qui s'intègrent dans le bois et qui le rendent de plus en plus dur. Alors je vous montre celle-là, mais en réalité, il y en a beaucoup. Il y en a une là, par exemple, il y en a là, il y en a une petite, là, il y en a en bas, il y en a partout. Un if, c'est une formidable colonie de réitération. Et c'est ce caractère coloniaire qui lui donne à la fois sa longévité, donc des milliers d'années, sur les plus gros ifs, et puis la qualité de son bois. Si la longévité exceptionnelle de l'if le charge d'un fort pouvoir symbolique, la qualité de son bois lui confère un pouvoir beaucoup plus concret, celui de donner le jour à des armes. La première arme de jet apparue dans l'histoire des hommes est en if. Elle date de plus de 100 000 ans et a été découverte en Angleterre. Beaucoup plus tard, toujours en Angleterre, c'est l'invention du grand arc ou longbow, le plus souvent en if, qui révolutionne l'art de la guerre dans l'Europe du Moyen-Âge. Blaise Fontana écrit un traité d'archerie. Professionnel de l'arc, il a été formé dans les abbayes suisses où se perpétue depuis le Moyen-Âge l'enseignement de ces techniques. Ce tif paraît parfait. Ici, vraisemblablement, je pourrais faire un arc en entier sans couper à la poignée. L'if, matière première pour l'armement médiéval. Voilà son premier grand succès auprès des hommes. Première grande menace aussi, tant on le coupe pour alimenter les arsenaux. L'if affronte ainsi sa première déforestation d'envergure. Une fois que le traçage est fait, on va tout le dégrossir. On va utiliser des méthodes à l'ancienne, hein. De toute façon, c'est des méthodes qui marchent très bien.
ça a l'air bon. On va essayer d'installer une première corde. Voilà, un bon plus important, ça c'est meilleur. Pour la mesure. L'arc naît du bâton avec toute l'intelligence de l'homme, l'évolution de l'homme. Avec les guerres de Cent Ans, un longbow avec ses proportions, cette stratégie visionnaire que les Anglais ont mis sur pied en faisant venir des dizaines de milliers d'ébauches d'arcs de toute l'Europe, toute cette stratégie mise sur pied a effectivement complètement changé l'histoire européenne de cette époque-là. L'if, arme de guerre, écrit indirectement une page décisive de l'histoire européenne. À Azincourt, en 1415, le grand arc en if permet à moins de 6000 archers anglais d'exterminer en quelques heures une armée de 25 000 soldats français, parmi lesquels figurait la fine fleur de l'aristocratie du pays. Avec la victoire anglaise, puis la découverte d'armes plus puissantes, la pression sur l'if se relâche. La déforestation massive qu'il subissait s'interrompt pour quelques siècles. Tandis que les puissants quittent les champs de bataille, l'if va tisser d'autres liens avec le pouvoir. Des liens en apparence plus inoffensifs, mais dont la force symbolique sera très appréciée des monarques. Aussi, lorsque les aménageurs des jardins du grand siècle traduisent en lignes et en formes la puissance du pouvoir royal, l'if redevient l'arbre vedette. En tant que jardinier en chef du château de Versailles, impossible pour Alain Baraton d'ignorer l'if. C'est un compagnon incontournable qui a marqué sa carrière. L'art des jardins évolue au fil du temps et dès le XVIIe siècle, l'homme doit marquer son empreinte sur la nature. Il a le besoin de contrôler la nature, il a besoin de la domestiquer. Et il n'y a rien de plus facile que de tailler un if qui se prête à toutes les coupes. Cela permet de montrer le talent des jardiniers, artisans et artistes, et cela permet également à un roi, à un monarque absolu, de montrer à tous ses sujets que s'il commande les hommes, il commande aussi la nature. C'est pour cette raison que Louis XV, lors d'un bal costumé, arrive déguisé en if avec quelques comparses. Parmi les 8 ifs présents à cette soirée, où se cache le roi? C'est la question que se posent toutes les dames de la cour. Cet if a néanmoins mauvaise réputation. Dioscoride, le médecin de Néron, prétend que dormir sous un if pourrait donner la mort. C'est exagéré, bien évidemment. Néanmoins, tout n'est pas totalement faux. L'if est toxique en totalité. Les feuilles, le tronc, l'écorce ou le fruit. Et c'est la raison pour laquelle les paysans du Moyen-Âge s'empressent d'arracher des prairies tous les ifs et de les planter dans les cimetières. C'est l'occasion de repousser le bétail, mais en même temps, symbole d'immortalité, d'honorer nos morts. Sa réputation d'arbre toxique, d'arbre flirtant avec la mort, est tenace. Toutes les fantaisies jardinières, même les plus farfelues, ne suffisent pas à l'occulter. Il faut le retentissement d'une découverte scientifique majeure pour bouleverser enfin le regard porté sur l'if. Le renversement est en effet radical quand les biologistes identifient dans l'arbre une molécule tueuse. Oui, tueuse, mais de tumeurs cancéreuses. L'if, instrument de mort, deviendrait ainsi pour l'humanité un instrument de vie. Dès lors, l'if occupe une place centrale dans les domaines de la pharmacie et de la santé en général. Pas un service de cancérologie moderne qui n'utilise des médicaments dérivés de l'if. Le docteur Picard dirige le service d'oncologie de l'Institut Jules Bordet à Bruxelles.
si c'est bien confirmé que c'est en rapport avec le cancer du sein, je pense qu'un taxane est mieux que... Son travail a connu un tournant décisif grâce à ces substances. Je donnerais plutôt un taxane dans ce cas. Vous voulez dire un petit bonjour? Oui. On vient justement de raconter votre histoire. Vous êtes soulagé par la ponction de hier? Oui, vous sentez une différence? Je sens une différence, absolument. Les molécules produites par l'IF et qui sont au centre de cette petite révolution médicale sont appelées taxanes. Elles permettent l'élaboration d'un produit à la base de nombreuses chimiothérapies anticancéreuses, le Taxol. L'IF est un arbre de pouvoir, dans tous les sens du mot. Pouvoir magique, pouvoir symbolique, pouvoir militaire, pouvoir de guérison. Après l'arc médiéval, il connaît, avec le Taxol, son deuxième succès auprès des hommes. Il y a 2 cancers importants de la femme pour lesquels nous utilisons très régulièrement les taxanes. Ce sont les cancers de l'ovaire et le cancer du sein. Mais on s'est rapidement rendu compte que ces médicaments avaient un spectre d'action plus large et on les utilise également aujourd'hui, par exemple dans les cancers du poumon, dans les cancers de la vessie, et là aussi avec des résultats encourageants. Les cancers de la tête et du cou également, donc toute une panoplie de tumeurs solides où ces médicaments ont trouvé un rôle crucial à jouer. Dans son ignorance, l'homme voyait dans l'IF un être fantomatique gorgé de mort. Avec les progrès de la connaissance, le regard est tout autre. L'IF est en fait doué pour la vie. Il a traversé des milliers d'années, en s'adaptant, en produisant quantité de stratégies et de substances que nous commençons à peine à découvrir. C'est vrai que c'est un arbre qui est un véritable phénomène sur le plan biochimique. Je serais tenté de mettre ça en parallèle avec le fait qu'il pousse si lentement. Dans les arbres, il y a ceux qui poussent très vite et qui n'ont aucune défense biochimique, et ceux qui poussent très lentement, comme celui-là, mais d'autres aussi, les ébènes par exemple. Tout ce qui pousse très lentement a tendance à être très bien défendu sur le plan biochimique. C'est des molécules dissuasives. Parce que je voudrais vous faire remarquer que ça nous serve à nous comme anticancéreux, ça c'est un aspect tout à fait anthropocentrique. Si la plante le fait, c'est que ça lui sert à quelque chose, à elle. Là, on n'est pas très bon. On ne sait pas trop à quoi sert cette molécule pour l'IF. L'hypothèse la plus probable, c'est que c'est une molécule dissuasive. C'est-à-dire qu'un prédateur, un herbivore qui viendrait manger ça, ben non, ça ne lui convient pas. Donc il se détourne. Ce caractère poison est assez fascinant, mais ce qu'il faut savoir, je pense, c'est qu'il y a tout un programme de recherche de molécules anticancéreuses au niveau des plantes. Il y a des médicaments anticancéreux plus anciens que les taxanes, que nous prescrivons encore de nos jours, qui ont été extraits de certaines plantes. Donc, par exemple, les alcaloïdes de la pervenche en sont un exemple. Et alors, il y a une recherche très active aujourd'hui de médicaments anticancéreux qu'on extrait des éponges marines, par exemple. Donc, c'est la nature elle-même, de façon tout à fait intéressante, qui peut nous procurer des agents qui nous aident à combattre ce profond dérèglement de la nature qu'est le cancer. Donc l'arrivée de ces médicaments taxanes, notamment pour des maladies très meurtrières comme le cancer de l'ovaire et le cancer du sein, a vraiment été vécue par le corps médical comme un soulagement, comme un encouragement. Parce que dans les années 80, on n'avait vraiment assisté à aucun progrès marquant. Il y avait véritablement une stagnation dans la découverte de ces nouveaux agents anticancéreux. Et donc les taxanes ont apporter un nouveau souffle, un nouvel enthousiasme, un nouvel optimisme. Et c'était donc un grand moment dans ma carrière de cancérologue. Audrey Avancino est une des rares personnes qui ont la chance d'être traitée avec le médicament anticancéreux le plus prometteur de ces 10 dernières années.
Dès le milieu des années 80, l'attente est immense chez les malades du monde entier. Ils veulent du Taxol pour combattre leur tumeur. Quoi de plus légitime? Ne perdez pas une goutte de ce Taxol, s'il vous plaît. J'en ai vraiment besoin. C'est le début d'une des grandes aventures de la médecine et de la pharmacie moderne. Une véritable saga. 1971. Munro Wall découvre les incroyables propriétés anticancéreuses de l'écorce de l'arbre. Il en décrit le principe actif, le Taxol. Mais le National Cancer Institute, administration décisionnaire à l'époque, renonce alors à déposer le brevet, considérant les rendements insuffisants. Il faut attendre 1979 pour qu'un autre chercheur, Susan Horowitz, comprenne le mécanisme d'action du Taxol et éveille l'intérêt de la recherche publique, puis de l'industrie pharmaceutique. Dès le début des années 80, les essais cliniques sur des malades démarrent. Mais très vite, une terrible équation apparaît. Pour obtenir 1 litre de Taxol, il faut 10 tonnes d'écorce d'if, environ l'équivalent de 3000 arbres. Les premiers grands abattages d'if touchent toute la côte ouest des USA. Ma grand-mère est morte du cancer. Alors si ça peut aider, allons-y. Tant d'arbres à terre pour si peu de malades traités. C'est aussi le déclencheur d'une forte bataille émotionnelle dont l'enjeu est de voir où passe la frontière entre sauver l'environnement et sauver des vies. Les enjeux économiques sont colossaux. La tension entre les écologistes et les industriels est extrême. Dans la balance, la disparition d'une variété d'arbres ou la mise au point d'un médicament miracle. J'ai été prise dans un vrai dilemme entre mon engagement pour la sauvegarde de l'environnement et mon désir d'avoir quand même un peu de ce médicament pour moi. En fait, le fond de l'affaire est plus trivial. Si la recherche aboutit, c'est tout le marché du cancer qui tend les bras à celui qui posera les premiers brevets. Les malades sont poussés en première ligne pour émouvoir et obtenir gain de cause. Parlez-nous de votre intérêt pour le Taxol. Après avoir vu les effets dévastateurs de ma maladie sur mon mari et mes enfants, j'ai décidé que même si je n'aboutis rien d'autre dans ma vie, je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que la recherche sur le Taxol continue. L'Institut national du cancer doit pouvoir disposer de la quantité d'IF du Pacifique nécessaire pour continuer ses recherches. Mais comment s'opposer aux appels au secours d'un malade? La confrontation entre recherche et environnement tourne en défaveur des arbres. Pour échapper à cette logique infernale, plusieurs équipes scientifiques de par le monde s'étaient mises au travail pour trouver un moyen de fabriquer un Taxol de synthèse plus économe en arbres. Dans la course de vitesse qui les opposait aux écologistes, comment les scientifiques allaient-ils sortir du piège? Il faudrait trouver des formules entièrement synthétiques pour que ça change. C'est en France que se produit le coup de théâtre. À la suite d'un abattage d'ifs européens dans le parc du domaine du CNRS à Gif-sur-Yvette, l'équipe du professeur Potier fait une découverte providentielle. Françoise Guérit a fait partie, avec Daniel Guénard, de cette équipe de pionniers. Tout était étalé ici, les feuilles d'un côté, les écorces de l'autre, avec les troncs. Et tout le monde se mettait au travail pour obtenir le plus de matériel possible pour pouvoir après travailler au niveau chimie. Oui. Et donc en fait on était juste à côté de cette usine là d'extraction, de manière à pouvoir faire sécher les écorces et les feuilles, de les extraire avec des solvants, faire tout le travail habituel de chimie. Un des objectifs était de retrouver le Taxol et puis des produits qui pouvaient servir à synthétiser le Taxol ou d'autres analogues. En fait, M. Potier, moi, m'a toujours dit de regarder, quand on voulait faire la synthèse d'un produit naturel, d'essayer de comprendre comment il se fabriquait dans la plante. Or, dans les écorces, on trouve le Taxol. Et dans les feuilles, qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien, on a trouvé un produit beaucoup plus simple qui s'appelle
la 10-désacétylbagatine 3, et qui est ce produit-là. Alors, vous voyez, c'est un produit encore complexe, mais beaucoup plus simple que le Taxol lui-même. Donc, cette partie-là, vous l'avez dans les feuilles. L'autre partie, vous pouvez la synthétiser. Elle existe forcément aussi dans la plante, dans l'if, mais vous pouvez la synthétiser relativement facilement. Et ensuite, il suffit de joindre les deux bouts pour reconstruire le Taxol. Enfin, ça ne se fait pas aussi facilement que ça, mais... Ainsi, une partie clé du Taxol peut être récupérée dans les feuilles de l'if. Nul besoin de le tuer pour cela. Grâce au procédé décrit par Françoise Guérit et appelé hémisynthèse, la chimie moderne s'est ajoutée ce qui manque pour obtenir le Taxol complet. À partir de là, une récolte correctement gérée des aiguilles peut garantir la production de Taxol. La découverte française promettait donc de lever la menace de déforestation des ifs. Du moins, c'est ce qu'on aurait pu croire. En réalité, la demande en Taxol du monde médical est exponentielle. Les intérêts industriels et commerciaux sont démesurés. L'if a accédé pour son malheur au statut d'or vert. Il est devenu une ressource convoitée à l'échelle mondiale. Or, produire à partir des feuilles, c'est plus complexe et plus cher. Alors on coupe, on abat, on écorche toujours de par le monde les ifs encore debout. Mais les écologistes ne désarment pas. Ils maintiennent la pression autant que possible et contribuent à faire adopter les premières règles internationales en faveur des espèces menacées. L'outil qui a été mis en œuvre par rapport à l'IF pour essayer de limiter sa surexploitation et donc empêcher sa disparition est une convention internationale qui s'appelle la CITES, qui est la convention internationale qui régule l'exploitation des espèces à but commercial lorsqu'elles sont menacées de disparition à cause de ce commerce. Pour l'IF, c'était très clair que le commerce était la cause principale de sa disparition. Emmanuel Néroumande est responsable de la forêt au WWF. Sylvain Angerand l'est aux Amis de la Terre. On a réussi à réduire la pression sur l'espèce, mais la demande a continué d'augmenter, donc ça a déplacé le pillage. On a continué à la fois à faire de l'hémisynthèse, bien sûr, mais à aller piller l'écorce des arbres dans des zones où il n'y a personne qui contrôle la gestion forestière. Il y a eu une exploitation très importante de l'arbre en Asie, mais pas uniquement que des feuilles, aussi de l'écorce. L'arbre en entier était prélevé de façon très importante. Par exemple, l'if de l'Himalaya, en quelques années, a diminué de 90%. Évidemment, dès la fin des années 90, de nombreux pays ont parfaitement compris les enjeux colossaux liés à l'if et à son taxol. La Chine et la Corée ont même été jusqu'à déclarer l'industrie de l'if programme national. En Chine, entre les années 2000 et 2003, c'est-à-dire en à peine 3 ans, 80% des ifs de la province du Yunnan ont été détruits. La Chine a connu une déforestation très importante de ses forêts naturelles. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de forêts naturelles en Chine. Le peu de forêts qui reste a été mis sous cloche. Et la Chine est entrée dans une phase de plantation, d'immenses plantations en monoculture qui ne sont absolument pas assimilables à des forêts, quoi. C'est de l'agriculture. En 2008, on estimait la production mondiale de Taxol à 1000 litres par an. Cela nécessite 3000 tonnes de feuilles chaque année. Et combien d'arbres si on prélève encore l'écorce? En 10 ans, les entreprises de biotechnologie ont fleuri sur le sol chinois, maîtrisant de mieux en mieux les cultures et les techniques de fabrication. Aujourd'hui, la Chine représente à elle seule plus de 10% de la production mondiale de Taxol. Pointé du doigt sur ce dossier comme sur tant d'autres, le pays veut faire oublier la déforestation et se forge jour après jour un nouveau statut, celui de partenaire fiable, respectant les règles internationales à la lettre. Pourtant, il est parfois bien difficile de suivre ces sources d'approvisionnement et de trouver les sites de prélèvement. Ce qui est certain, c'est que la surexploitation de l'if se poursuit. Tout d'abord en réaction aux désastres américains, puis aux inexorables déforestations d'Asie,
le Canada tente une expérience unique de développement durable. Son ambition, qui peut sembler utopique, est de réconcilier l'industrie, la recherche et l'écologie en organisant un programme de gestion raisonnable des ressources naturelles autour de l'IF local. Un IF très abondant qui pousse sous forme d'arbustes. Gilles Lambagnier est chargé par le gouvernement de piloter cette tentative modèle. Alors, on est dans un contexte où, effectivement, il y a deux scénarios. Le contexte chinois, qui est le modèle plein développement plantation, qui a ses plus et ses moins, qui a ses risques et ses impacts environnementaux. Et il y a le contexte plutôt nord-américain, où là c'est plutôt la récolte forêt naturelle, ressources propres, non fertilisées, pas de chimiques, qui présente un atout compte tenu qu'on est vraiment dans une forêt naturelle non aménagée, qui, pour les prochaines années, pourrait représenter, dans un contexte de développement pharmaceutique durable, un atout très important. Les Canadiens et les Québécois continuent à penser qu'à court et à moyen terme, l'approche durable, donc l'approche qui vise le développement de la forêt naturelle, est une approche gagnante. OK, ça c'est l'IF du Canada. Ici, on coupe seulement à peu près 8 pouces sur le bout des branches. Avec les machineries, vous coupez seulement la surface du dessus, puis c'est pour conserver la ressource à toutes les 3 ans. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a effectivement des règles environnementales qui sont souvent bonnes, même si parfois il y a des lacunes, et que ces mêmes règles-là n'existent déjà pas forcément dans les autres pays et ne sont pas forcément mises en œuvre avec rigueur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la même molécule coûtera beaucoup moins cher, produite dans des conditions pas forcément contrôlées en Asie, que ce soit en Afghanistan, au Pakistan, au Vietnam ou ailleurs, par rapport à une molécule qui aurait été faite de façon contrôlée au Canada ou en Amérique du Nord. Donc, au vu de la demande, et comme on est dans un marché international, c'est clair que tous les efforts pour essayer d'avoir vraiment une intégration écologique, utiliser que les feuilles, la renouvelabilité, les plantations, etc., sont mis à mal sur le plan économique par rapport à une forme de, je dirais, une concurrence un peu déloyale. En tout cas, c'est une forme de dumping environnemental. L'IF est devenue une ressource naturelle stratégique, soumise aux tensions extrêmes d'un marché mondial dérégulé. Avec l'arrivée des médicaments génériques à base de Taxol, les grands pays émergents comme l'Inde ou la Chine s'imposent sur les terrains réservés il y a peu aux seuls occidentaux. Que deviendra le programme canadien dans ce contexte? En dépit de sa noble intention de développement durable, il risque de ne pas peser bien lourd devant une industrie qui fait avant tout du commerce et très peu de morale. Pour se faire une place dans le monde actuel de la pharmacie, peut-être faut-il suivre une autre voie. Une voie qui ne serait ni celle de la destruction, ni simplement celle de la gestion durable, mais plutôt celle d'une recherche mariant habilement horticulture traditionnelle et haute technologie. L'idée force serait de domestiquer, d'optimiser la plante, afin d'échapper aux contraintes que l'IF impose à tous, sa croissance très lente, la faible quantité de substances contenues dans chaque arbre. Mais c'est une recherche longue et coûteuse, que seuls les pays les plus avancés peuvent se permettre de financer. C'est toujours au Canada que l'on trouve dans ce domaine d'étonnantes initiatives. Ah, isn't that nice? Oh wow, it's also kind of dwarf, but that's going to be lovely. Stuart Cameron et Ron Smith travaillent ensemble depuis 15 ans à l'université de Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Notre but est d'augmenter au maximum la production de kilogrammes de taxane par hectare. On essaie différents engrais, différents amendements, différentes formes de paillage du sol, différents espacements de plants.
La raison pour laquelle nous faisons ce travail, c'est que nous ne connaissions pas au départ les conditions optimales de croissance. Nous avons dû faire beaucoup de tests, examiner tous les aspects de la croissance de la plante pour obtenir une recette donnant les meilleures conditions dans lesquelles cette plante peut pousser. La question est, comment reproduire ces plants d'élite à des dizaines ou des centaines de milliers d'exemplaires? Les chercheurs canadiens prennent tout le temps nécessaire pour cultiver par sélection successive un if d'élite, l'if parfait, c'est-à-dire celui qui pousse mieux et plus vite, celui qui produit plus de taxane que n'importe quel autre. Une fois obtenu, il ne leur reste plus, si l'on peut dire, qu'à reproduire à l'infini cet if idéal par clonage. Il n'est pas question d'OGM, de modification génétique. Il s'agit de sélectionner et de copier le meilleur plan, ainsi que les horticulteurs le font depuis des décennies. Nous devons être bons technologiquement, mais nous devons aussi être performants en termes de qualité, car nous ne pouvons pas battre la Chine et l'Inde sur la quantité de plantes et les coûts de main-d'œuvre. Par contre, nous sommes capables, à partir de notre programme génétique et de nos recherches horticoles, de produire des plants 2 ou 3 fois plus riches en taxane que tous les autres ifs de la planète. Et ça, c'est un sacré avantage. Ces techniques exigeantes pourraient créer une certaine abondance de la ressource en taxol. Elles contribueraient à en diminuer le coût, réduisant alors les inégalités d'accès au traitement à l'échelle du globe, réduisant aussi les menaces qui pèsent encore sur les ifs de la planète. Coup de poker ou réelle opportunité? Quoi qu'il arrive, l'objectif va dans le sens d'une des grandes causes de ce siècle. Je pense que cet engouement de l'homme pour la recherche de médicaments dans les plantes a existé depuis toujours, a été particulièrement important dans certains pays, dans certaines régions du monde, comme la Chine, comme l'Afrique. Et donc, ça fait partie de l'histoire de l'homme. Ça a toujours existé, ça continuera à exister. Mais bien sûr, aujourd'hui, je crois que nos capacités à synthétiser certaines de ces molécules ont augmenté aussi, et c'est une bonne nouvelle. L'if nous est devenu si précieux qu'il a frôlé l'extinction. Notre avidité, notre empressement à disposer des ressources de la nature a parfois quelque chose de suicidaire. L'histoire exemplaire de l'if fait de lui un symbole, celui des risques que nous faisons courir au monde naturel, et donc à nous-mêmes. Suivant l'exemple de l'if, la pharmacopée moderne reconsidère nombre de plantes. Un marché vert à croissance exponentielle est né, à condition que nous sachions humblement en gérer le capital. Un capital vivant, prometteur, dont nous ignorons encore la plus grande part. Francis Allais et Ignacio Abellia sont amis de longue date. Francis Allais avait fait promettre à Ignacio de lui faire découvrir une superbe forêt d'altitude aux allures de forêt primaire. Un espace préservé dont Ignacio lui parlait souvent et qui recèle encore de très nombreux ifs. C'est une petite forêt des Asturies, au nord-ouest de l'Espagne, où l'on aimerait se perdre et rêver sous ces ifs qui nous regardent passer placidement du haut de leur millénaire. Je pense que le sort de l'if, il est emblématique. Je pense que la société actuelle devrait s'inspirer, devrait tirer d'inspiration de l'histoire de l'if. Heureusement, il a été sauvé in extremis et on s'est aperçu qu'il nous était très utile. Je suis persuadé que de par le monde, il y a des arbres dont la valeur médicinale
est largement celle de l'IF, elle peut même être supérieure, mais simplement on ne le sait pas. Tant qu'on ne sera pas persuadé que toutes les espèces vivantes nous sont utiles, il y aura un danger de disparition de la diversité biologique. Et de nous-mêmes? Eh bien entendu, puisqu'on en fait partie. Nous, qu'est-ce qu'on est là-dedans? On est un des éléments de la diversité biologique. C'est sûr que le hêtre va mourir bien avant l'if. L'if va rester ici en pleine lumière. C'est un arbre très intelligent. Ton lieu est vraiment fantastique, Ignacio.